La plupart des Congolais conviennent à dire que le système dictatorial de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso, a lamentablement échoué sur le plan économique et socio-politique. La souffrance et la misère imposées au peuple congolais sont perceptibles. Ajoutez à cela la perspective d'une pérennisation de ce système à travers son fils Denis Christel Sassou Nguesso. Voilà qui alimente les plans et stratégies de lutte contre ce système dont les états-majors de l'opposition congolaise et dont la résistance à travers le monde contre cette dictature. Dans le second cas figure bien entendu l'Union du Sud, Congo, l'USK. C'est ainsi que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau un des initiateurs de ce projet, M. Bernard Pongui, qui va tenter de nous parler des tenants et des aboutissants de ce projet. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs qui avez choisi Télé TV pour suivre votre émission Droit de savoir. Bonjour, monsieur Bernard Pongui. Bonjour, monsieur Perrin. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Perrin. Ça a été aussi un plaisir de notre part que vous nous receviez enfin, on peut le dire comme ça, sur votre plateau pour encore expliquer à l'ensemble de notre peuple et bien sûr aussi à toutes les communautés africaines, européennes, asiatiques, africaines d'une manière claire, le projet que nous avons mis en place sur l'unité du Sud-Congo qui va nous conduire donc vers ce que nous appelons la Fédération Sud-Congo. Et donc, c'est un projet. Évidemment, c'est de cela que nous allons parler. Et pourquoi donc le Sud-Congo avec un K et non un C? Monsieur Perrin, vous le savez bien, vous le savez bien. Si nous pouvons faire référence à la date de la déclaration de l'entité Congo avec C, c'est comme ça que nous appelons ça, du 28 novembre 1958, vous comprenez bien avec nous que 4 mois après, les nordistes ont déclaré une guerre aux sudistes. Donc éventuellement, c'est la guerre de 1959. Et le tout est parti de là. Cette guerre qui a été déclenchée 4 mois seulement après qu'on puisse déclarer la création de l'entité Congo avec C. Et puis, nous savons aussi, après les indépendances, ou même simplement, aux indépendances, le président Fulbert Youlou, qui avait donc été choisi, on peut simplement le dire comme ça, par les Occidentaux, il y a eu 2 factions qui se sont formées. Il y a un clan du Nord dirigé par le président Opango et puis le président Youlou. On se souvient encore aussi que Opango n'était pas du tout d'accord de la présidence qui avait été donnée à Fulbert Youlou, donc un autochtone, un sudiste, donc un ayant droit. Opango avait donc tenté de vouloir connecter la partie nord à Lubongi-Chiari, le président Barthélemy Buganda. Nous savons également que le même Opango s'est constitué comme un prisonnier pour Youlou, le président Fulbert Youlou. Comme quoi, ils étaient ensemble, ils étaient bien des alliés et ça travaillait ensemble, ça militait ensemble, non? Ah oui, mais il faut comprendre que c'était une stratégie parce que le Nord étant, on peut simplement dire, était en ballottage défavorable du point de vue même de la population. Opango n'avait pas de choix en ce moment puisque déjà, sa demande à l'initiale de vouloir connecter le Nord à Lubongi-Chiari avait été rejetée. C'est la France qui avait dit non, on ne peut pas. Donc, Opango n'avait pas de choix, vu que du point de vue population, le Nord était minoritaire. Vous vous souvenez encore cette stratégie mise en place par des gens comme Ambroise Noumazalaï qui le disaient d'une manière claire qu'avec un Nord moins peuplé, vous comprenez bien qu'un fils du Nord ne pourra jamais accéder à la magistrature suprême. Donc oui, mais que penses-tu de ceux qui disent que la politique, c'est aussi des concessions? C'est tout normal, là, c'est le combat politique. Je suis tout à fait d'accord de cet argument. La politique, c'est aussi les concessions quand tout un chacun tire son intérêt et son profit. Si, dans le contexte que nous avons entre Opango et Youlou, c'est sûr qu'il y a eu des concessions, puisque nous avons vu ces 2 hommes, après la guerre de 59, essayer de rassembler de part et d'autre pour l'intérêt général. En ce moment, on n'était pas dans le contexte de la division, de la séparation, puisque tous les 2 hommes avaient un intérêt commun, donc essayer de sauvegarder
l'entité qu'ils ont l'habitude d'appeler la République. Mais nous, on a toujours dit, c'est pas une république, parce que si vous voyez bien la déclaration de la création de l'entité Congo avec C de 1958, quelque temps, c'est 11 heures après les indépendances, le Congo est revenu dans la communauté. Et puis, du point de vue, si vous voyez le système francophone, ou le système même de la France, le Congo, c'est le 99e département. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment une indépendance. Donc, on peut le dire comme ça. Donc, dans les contextes… Alors, donc, oui, revenons sur le Congo avec K. Parce que, à mon avis, hein, lorsqu'on parle du Congo avec K, cela intègre également l'Angola, la RDC. Et lorsque vous parlez du sud du Congo, en réalité, dans le périmètre géographique, le sud Congo devait se retrouver en Angola. Est-ce qu'on a la même conception de ce Congo avec K ou bien c'est… Là, du point de vue géographique, si vous dites ça, d'accord, mais si vous le voyez, le cas vient éventuellement de l'origine du Congo Dianto Tela, donc de tous les descendants, de tous les peuples qui reviennent du royaume Congo, et donc en réalité une grande majorité qui constitue même ce sud Congo dont nous voulons ramener, parce qu'il faut savoir déjà que les Blancs ont eu à changer en réalité l'appellation Congo avec K par l'appellation Congo avec C. On ne sait pas pourquoi ils ont voulu enlever le K et nous avons voulu donc revivre, ramener ce K en valeur, une façon de nous ramener vers nos racines. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ce Congo avec K dont j'ai dit tout à l'heure, le sud se trouverait en Angola? Est-ce que vous prenez en compte cela aussi? Non, on ne peut pas dire que le sud se retrouverait en Angola, on ne peut pas le dire comme ça. Nous savons, nous sommes de point de vue géographique par rapport à l'entité Congo avec C. Pour le moment, le combat que nous sommes en train de mener, il est d'abord concentré dans l'entité Congo avec C. Ce sont les Congos, les peuples du Sud, dont la carte géographique du Congo avec C. Maintenant, si les amis de l'Angola s'intéressent à notre combat, ils vont nous le faire savoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord le Sud-Congo. Et nous allons évoquer les raisons pour lesquelles nous avons maintenu le Sud-Congo dans ce cap-là. Alors donc, si j'ai bien compris, c'est un Sud-Congo avec K, dont le Congo avec C. C'est bien cela? Non, il s'agit ici de… Parce qu'il y a une tendance, il faut déjà l'expliquer, la nuance qui existe entre le rétablissement de notre souveraineté et la scission. Ça, c'est déjà deux nuances qu'il faut arriver à faire. La scission, c'est vous prenez l'entité Congo avec C, vous le divisez en deux parties. Il y a un Congo Nord avec C et un Congo Sud avec K. Mais dans le contexte de notre lutte, il s'agit de reprendre notre souveraineté que nous avons perdue, d'ailleurs que nous avons réinitialisé l'horloge du temps en repartant en 1880. Les dates auxquelles les Blancs sont venus arracher, éventuellement les Français, les Belges sont venus arracher les signatures auprès de nos ancêtres au sud du Congo. Donc, vous comprenez bien que quand ces Blancs, les Français, les Belges sont arrivés après la conférence internationale mise en place par Léopold II, qui est le roi belge, avant même d'aller à la conférence de Berlin, où les Européens se sont décidés de pouvoir se partager l'Afrique, il fallait d'abord que ces Européens réalisent des missions en Afrique pour légitimer les sections d'Afrique qu'ils ont récupérées, en présentant éventuellement ces fameux contrats. Et quand il s'agit ici de signaler que quand ces Européens sont arrivés chez nous, la partie nord n'était pas considérée, à l'exception du roi Makoko, qui avait aussi eu un contrat signé avec des Brazza en 1880. Donc, vous parlez permettez, vous parlez donc du sud de Congo. Pour être beaucoup plus précis, est-ce que vous pouvez nous parler de la délimitation, c'est-à-dire en fait du périmètre géographique de ce sud Congo? Quels sont les départements qui sont concernés? Les départements qui sont concernés, il y en a 5. Il y a le département de Mbangala, donc ce que vous appelez Poul. Il y a le département du Niadi, ce que vous appelez Niari, le département de la Bwenza, département de la Lukumu, et éventuellement le département de Luango, que vous appelez l'Okwilu. Mais, M. Perret, ce que vous devez savoir, une chose, c'est que avant qu'on arrive à cette décision de considérer simplement les 5 départements, nous avons proposé le manifeste pour la libération des 12 départements du Congo. Hein. Si vous ne connaissez pas,
il y a un document qui avait été mis public, c'est ce document-là. Il y a ce document et il y a les deux versions, la version française et la version anglaise. C'est une proposition que nous avons eu à faire et dans ce document, nous avons proposé une vision claire pour pouvoir éliminer tous les conflits ethniques, le tribalisme, le régionalisme, et nous avons proposé ce que nous appelons le fédéralisme démocratique. Une façon de pouvoir supprimer cette fonction présidentielle qui divise, où une famille, un clan, un système gère les ressources naturelles à leur fin, vous voyez, sans aucun partage. Mais les autres régions ont refusé. Ça a été un refus catégorique. Quand vous dites que les autres régions ont refusé, lesquelles ont refusé exactement? Bon, mais il faut le dire déjà à partir des plateaux. Vous prenez à partir du plateau jusqu'au nord du Congo. Il s'agit de la. Oui, mais qui avez-vous consulté exactement mais et par quel moyen, par quel processus? Ce document a été mis en public et nous avons eu à faire plusieurs appels, qu'il s'agit des politiciens, des intellectuels, des associations civiles. Il y a eu un rejet, il y a eu même des critiques. Ils se sont dit que ce n'était pas la bonne méthode, ils ont préféré conserver la fonction présidentielle, ainsi de suite. Donc, on a simplement compris qu'il y avait une volonté manifeste d'un clan, d'un système, par ce que nous appelons le pacte du Nord, de vouloir continuer à dominer et de maintenir une colonisation intérieure au Sud Congo. On s'est dit, il faut donc qu'on parte avec des régions qui ont accepté le projet à cette époque, parce que là, ce n'est plus le projet, là, c'est l'exécution, c'est la marche, c'est la construction du projet, et nous sommes dans la phase exécutoire. Vous voyez, donc, c'est clair, le Nord a dit non, même encore oui, au Sud. Mais c'est à ce niveau, Bernard, que je voulais comprendre. Le Nord a dit non par qui exactement? Qui a été consulté? Parce que, à l'opposé, je vais comprendre avec vous aussi, lesquels ont validé ou ont légitimé ce projet au niveau du Sud. Au Nord d'abord. Commençons par le Nord. Lesquels avez-vous consulté et qui ont dit non à ce projet? Ben, nous avons lancé les appels à tous les partis politiques, qu'il s'agit le PCT, on a fait des lancements d'alerte, on a fait des propositions, on a appelé le monde à consulter le document et nous avons proposé même des rencontres à l'ONU pour discuter. Mais il n'y a eu aucune réponse. On dit simplement celui qui ne dit mot consent. Donc, il y a une volonté manifeste. À la place, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'aller à une élection présidentielle que nous connaissons aujourd'hui, les conséquences de cette élection. Donc, il y a eu une volonté manifeste du Nord de continuer à dominer sur le Sud, de continuer à imposer ce que nous appelons la colonisation intérieure au niveau du Sud-Congo. Et en ce moment-là, le Sud devait donc prendre ses responsabilités. Et nous, en tant que ressortissants du Sud, descendants Congo, il était donc question de consulter notre peuple et éventuellement, il y a eu des réponses favorables et nous sommes en train d'avancer avec le projet, éventuellement par le biais de la pétition que nous avons lancée en ligne. Et cette pétition, aujourd'hui, nous avons dépassé largement déjà plus de 10 000 signataires à cette pétition. Donc, ça montre l'engouement. D'accord, il y a une question qui est prévue donc sur la pétition, on va y revenir, mais comprenons d'abord une chose, c'est que là, vous avez parlé de la zone nord et dans la zone sud, lesquels ont validé, ont accepté ce projet, lesquels la représentent au Congo? Mais c'est l'ensemble des peuples du Sud Congo. Qu'il s'agit des gens de Mpangala, les populations ont accepté le projet, les populations de la Bwenza, de la Lekumu, du Niadi et de Luango. Quel processus? Comment ça s'est passé? Mais le processus, c'est d'abord les consultations internes. Ça, c'est des stratégies que nous ne pouvons pas dire ici. Compte tenu, nous ne voulons pas mettre l'ensemble des gens que nous avons consultés à l'intérieur même du Sud-Congo. Nous ne voulons pas les mettre dans les situations d'insécurité, connaissant les stratégies que le régime a mis en place pour traquer les gens. Nous avons consulté des grosses têtes politiques, nous avons consulté les associations civiles, nous avons consulté même des sages, des chefs de village. Donc, il y a un engouement qui est là pour l'ensemble du Sud de se démarquer de la partie Nord, compte tenu de la dominance de plus de 48 ans de la partie Nord. Et voilà, donc, et pour confirmer cela, nous avons donc lancé la pétition pour que ça soit de manière officielle et des gens continuent de s'enregistrer à cette pétition.
Et donc, la prochaine étape, ce sera quoi après la pétition? Il faut atteindre combien de signatures déjà là? Bon, C'est une population de 5 comme, millions d'habitants. comme vous le voyez, vous êtes une population de 5 millions d'habitants. On considère que le Sud-Congo, c'est 2 500 000. Vous comprenez bien que nous n'avons pas, normalement, on a eu besoin que de 2 000, mais là, nous avons plus de 10 000 et ça, leur pétition continue son parcours. Les prochaines étapes, c'est clair. Si vous avez lu la pétition, tous ceux qui ont signé la pétition ont dû le lire. Nous avons clairement défini ce que nous ferons après la pétition. Donc, nous ne jouons pas ici au jeu du cache-cache. Tout est écrit là-dedans. Nous voulons mettre fin à la colonisation intérieure qui nous a été imposée. Nous voulons construire le Sud-Congo. Et puis, il faut encore le dire d'une manière claire, il y a une urgence humanitaire au Sud-Congo. Hein. Vous allez le comprendre avec nous que nos terres sont vendues, ça vous ne pouvez pas le nier. Des démonstrations ont été réalisées. Vous avez même vu l'ambassadeur de Rwanda qui est allé réclamer des documents. Vous avez vu qu'on est en train d'exproprier même les 12 familles dans Luango. Plus de 86% des terres de Luango sont déjà vendues, 31% Oui, aussi. mais autant il y a l'urgence, comme vous le dites, je voulais comprendre en combien de temps pourrait aboutir votre projet, parce que c'est ça le vrai problème. Vous voyez, monsieur Perret, on ne peut pas vous dire dans combien de temps ici. Le temps, nous savons, le temps, c'est de l'argent. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer par le processus. Nous avons les étapes que nous avons eu à proposer pour qu'on ne nous taxe pas des gens qui veulent vouloir, enfin, comme déjà certains le disent, que nous sommes des extrémistes. Mais ces gens-là, on ne les a pas vus quand nous avons proposé la solution des 12 départements. Ils ne sont jamais venus. Ils ont même critiqué, ils ont même dit que le manifeste que nous avons proposé, c'était un chiffon. Mais en tout cas, l'accélération est là, la pétition est en train d'aller. Vous avez vu, nous avons organisé le Mbongi. Le Mbongi, c'est éventuellement le pourparler entre les enfants du Sud pour essayer de colmater les brèches éventuellement mises en place par les Moshi, dirigés par Sassou Denis. Parce que la stratégie de Sassou, c'est diviser le Sud, disloquer le Sud, pour qu'il se positionne dans un parti du Nord. Oui, Bernard. Dans le même temps, vous parlez de Denis Sassou Nguesso, donc de son système, la dictature de Brazzaville, et de l'autre côté, vous parlez du projet USK, c'est-à-dire l'Union du Sud. Non, ce n'est plus un projet, M. Perrin. Il faut dire que on est en phase de la réalisation. C'est palpable, oui, c'est matériel. Ça n'a pas encore abouti, non? En phase de réalisation, ok. Donc, le temps que cela va aboutir. En fait, ma question était de savoir qui combattez-vous? Vous luttez contre qui exactement? Est-ce que c'est contre la dictature de Brazzaville ou contre tous ceux qui ne souscrivent pas à votre vision, à votre projet, à votre union du Sud-Congo? Bon, il faut le regarder dans deux phases. Il y a d'abord les sudistes, on peut le dire, les Congos, qui représentent ce que nous appelons ici les traites à ce projet. Parce que qu'est-ce que le projet humanitaire? Le projet humanitaire, c'est d'abord protéger les vies, protéger les terres qui sont vendues, protéger les ressources naturelles qui sont dilapidées. Si vous êtes du Sud et que vous voulez protéger les gens, vous ne voulez pas qu'on tue. Vous savez qu'il y a même un troisième génocide qui est en cours avec la dislocation des emplois, tout le Sud est quasiment cassé. Oui, je veux qu'on soit quand même précis. Tu parles des traîtres. Lesquels sont les traîtres? Mais les traîtres, on l'a dit ceci. Le projet, il est, quand vous voyez une action humanitaire, Dieu est humanitaire. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la survie. Dieu, c'est le développement. Dieu, c'est l'entraide. Dieu, c'est le vivre ensemble. Bon, maintenant, si vous êtes un membre d'une famille et que votre famille est souffrante, vous êtes incapable de venir au secours de votre famille et vous préférez aller serrer la main des ennemis, bon, on peut simplement dire dans ce contexte, vous n'êtes pas pour votre famille, vous comprenez? Donc, on peut vous donner, on peut vous qualifier de cet ensemble. Voilà. On s'est dit ceci, il y a deux volets dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a tout d'abord, on lutte contre la colonisation intérieure imposée par les Moshi. Donc, on lutte contre les partis du Nord, on lutte contre la domination des Moshi, on lutte contre tout le système que Sassou a mis avec son système, bien sûr piloté par la France. Si j'ai bien compris, vous luttez contre Sassou Nguesso, c'est-à-dire le système Sassou Nguesso. Oui, il y a deux phases, monsieur Perrin. Laissez-moi terminer, je vais aller très vite à cette réponse. C'est tout le système Sassou, le Pacte du Nord, le clan nordiste, et aussi
les piliers de ce système au Sud Congo, hein, parce que c'est cela. Si Sassou réussit à s'imposer, parce qu'il a des piliers au Sud Congo. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, il n'y a pas de choix. Si tout le monde est en train de le dire d'une manière claire, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, on tue, on vole, on détruit, vous comprenez bien avec nous qu'il n'y a qu'un seul choix. Le choix, il est humanitaire, il est d'abord la protection des gens, puisque nous sommes tués, nous les Congos, ça vous le savez, vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes très informé, on nous tue. Il y a aussi les compatriotes, du Nord qui sont tués, oui. Mais Monsieur Perrin, on venait là de tuer Kolela Parfegui, vous n'allez pas nier ça, hein, mais on n'a pas tué le général Mokoko, on n'a pas tué Okombi Salissa. On a tué Onga, on a tué Ngwabi, on a tué, voilà. Ils sont bon, mais si vous venez sur cet exemple, c'est déjà une bonne chose. Quand Ngwabi a été tué, ils ont dit qui? Ils ont accusé qui? Ils ont accusé les Sudistes. Ils ont dit, bah, Congo va bomber Ngwabi. Non, mais ça entre oui, ça entre un peu dans la ruse de l'homme qui. Non, mais c'est pas dans la ruse, ça fait partie de la stratégie. Si on pouvait revenir sur la question, contre qui luttez-vous en fait? On lutte contre le système Sassou, on lutte contre le système de la France-Afrique, on lutte contre les ennemis intérieurs au Sud-Congo qui représentent les piliers de ce système au Sud-Congo. Donc, que ce système, que ces piliers soient des sudistes comme nous, des ethnies du Sud, nous luttons contre ces gens-là. Parce que, on l'a dit, nous sommes en train de rentrer dans l'arche de Noé. Il n'est pas question que les gens nous disent qu'il y a l'arche de Noé qui est là, il y a une opportunité pour pouvoir libérer les peuples du Sud et qu'on refuse de pouvoir rentrer. Et c'est là où on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des gens qui viennent vous secourir et vous dites non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez, M. Kerr? Donc, on le dit d'une manière claire. Les gens doivent forcément s'aligner parce que là, on a une opportunité pour pouvoir sauver, protéger les terres du Sud, pour protéger les ressources naturelles du Sud, pour protéger l'intérêt des sudistes. Est-ce que vous vous rappelez du maquis des Konongo? Ça s'est passé, ça s'est déroulé où? Bon, moi, je crois que ce que vous devez savoir, parce que vous parlez, la traque de Pierre Anga. Bernard, oui, voilà. La traque de Pierre Anga qui peut s'assimiler à la traque de Toumi. C'est pareil. Bon, ne comparez pas. Au nord, Toumi, attention, au sud. Ne nous dites pas. Toumi eux-mêmes, ils sont venus le dire dans leur tribunal. Vous n'allez pas ignorer ça. Quand le général Dabira, pilier très important de ce système, est venu le dire clairement au cours d'un procès que Ntoumi travaillait pour le système Sassou. Donc, c'est le mode opératoire. C'est le mode opératoire qui m'intéresse. Bon, mais écoutez, il y a deux choses, M. Perrin. Laissez-moi quand même éclaircir cette partie. Ça, c'est très important, ce que vous venez de souligner. Il est très important que vos auditeurs et aussi l'ensemble de la communauté internationale puissent être informés de cette situation. Un général du système Sassou est venu le dire que un des piliers de Sassou, qu'on appelle le général Nyangambwala, livrer des armes en Toumi. Donc, c'est une stratégie manifeste, c'est-à-dire qu'on donne les armes en Toumi pour prétendre dire qu'il y a des bandits et on crée des stratégies pour aller diminuer, exterminer, hein, comme déjà ils l'ont écrit dans les opérations Moeba, tuer les Congos. C'est une stratégie. Bon, la traque de Onga, ça encore, c'est une lutte lutte du pouvoir, parce qu'il y a un Onga qui réclamait sa part du pouvoir. Donc, le Mossi n'a pas de choix. Hein, le Mossi n'a pas de choix, c'est d'éliminer quelques têtes nordistes qui peuvent se lever pour pouvoir essayer de ramener le pouvoir au Sud-Congo. Déjà, nous tenons encore à vous le dire, il y a un des piliers dans le Nord qu'on appelle M. Ayatonga, est venu le dire que le Moshi Sassou a dit clairement à ses parents au Nord et aux parents de Mokoko, les vidéos sont là, il dit que Mokoko voulait prendre le pouvoir pour le remettre aux sudistes. Vous voyez qu'il y a un problème, M. Perrin. Mais c'est là qu'intervient finalement, oui, évidemment, Bernard, permets-moi au moins de poser des questions. C'est là qu'intervient évidemment ceux qui pensent que le problème du Congo, c'est bien Sassou Nguesso et que c'est Sassou Nguesso qu'il faut faire partir et non contre une ethnie quelconque. Monsieur Perrin, vous devez savoir qu'il y a ce que nous appelons Sassou, le noyau et toute la toile d'araignée autour, hein, tout un système. Mais donc, le système est bâti de telle sorte que le pouvoir demeure au nord. Vous pouvez simplement le constater. Et dans ce système, il y a tout le monde
tous les départements sont représentés dans ce système. Non, mais M. Perret, il y a une chose que vous oubliez. Les quelques piliers qu'ils ont dans les autres départements sont des figurants. Ils ne sont pas vraiment dans la prise de décision. Prenons l'armée. Hein. L'armée, vous n'allez pas le nier. Vous allez comprendre que 90% des généraux de cette armée sont du Nord. Hein. C'est clair. Prenez les administrations publiques, les grandes fonctions, là où rentre l'argent, les décisions, les impôts, ainsi de suite. 99% sont des gens du Nord. Et c'est clair, le système, c'est un système de toile araignée. Il est bâti dans une base des principes de la conservation de pouvoir au Nord. Tout au Nord, sauf au Sud. Et ça, c'est une réalité. Donc, quelques individus qu'on essaie de prendre au Sud, c'est une façon de les accompagner pour faire miroiter une impression que le Sud aussi fait partie du système. Mais ils n'ont aucun pouvoir, hein, aucun pouvoir de décision. Le système est bâti pour dominer le Sud. Le système est bâti pour piller le Sud. Le système est bâti pour exterminer. Les opérations Mouébara sont publiques, écrites noir sur blanc, les stratagèmes mis en place par Sassou, donc par les nordistes. Parce qu'il y a une complicité. Non, mais apparemment, je veux comprendre ce que vous appelez par les nordistes et ce que vous appelez par Sassou et son système. Il doit y avoir une nuance. Quand vous parlez de Sassou, vous parlez des mochis. C'est comme si tous les mochis étaient d'accord avec le système Sassou, ce qui n'est pas le cas apparemment. Parce qu'on voit bien que non, laissez-moi terminer ma question parce que le constat est tel que même dans la partie nord, il y a bien des populations qui croupissent dans la misère, qui vivent les mêmes situations que ceux qui sont au sud. Lorsque les enfants vont à l'école en pirogue, nous avons vu les images, comment ceux qui sont dans la partie septentrionale vivent dans la misère, dans la souffrance, comme ceux qui sont au niveau du Sud. Et c'est cette nuance que je veux faire. Comment vous arrivez finalement à penser que qui dit Sassou dit le Nord, en fait, puisque vous parlez en termes de Nord, donc tout le Nord. Bon, c'est ce que je vais comprendre. Le tout est défini par le parc du Nord. Noumazala, il a dit, Ambroise Noumazala, il s'agit de le dire, il a dit clairement, avec un Nord moins peuplé, nous ne voyons pas comment un fils du Nord peut accéder au pouvoir. Donc, dans les stratégies qu'ils ont mis en place, il était question de ramener une domination dans les forces armées, une domination dans le système administratif, domination dans les contrôles financiers, ainsi de suite. C'est qu'ils ont mais on peut considérer cela comme un petit, je dirais, un cartel, en fait. C'est un groupuscule d'hommes qui met des stratégies en place pour demeurer au pouvoir, mais cela n'implique pas toute la population du Nord. La population du Nord, il y a des leaders du Nord qui font partie de ce pacte. Le Nord est constitué en chefferie, hein, c'est d'ailleurs que vous êtes bien informés, et toutes ces chaufferies-là font allégeance à qui? À un individu, à Sassou. Donc, ils font partie de ce parc. On a vu à un certain moment des vidéos de Firmin Aïssa qui faisait le tour de lavement de main quasiment dans toutes les régions du Nord Congo pour continuer à rallier les troupes. Et les paroles sont claires. Hein? Firmin Aïssa l'a dit d'une manière claire au cours de ces réunions qu'il s'agit de solidifier notre alliance. Nous allons continuer à être autour de ce pouvoir-là. Donc, c'est une domination, M. Perret. Oui, mais regardez, Bernard, je semble comprendre que vous prenez les déclarations de certaines personnes ou de certains responsables politiques pour en faire une identité ethnique. Et là, je crois qu'il faut qu'on fasse une nuance, non? Non, je ne pense pas. Je crois que vous êtes en train de faire là une mauvaise lecture. Je crois que vous devez le regarder carrément d'une manière claire. Dans la partie nord, l'armée est claire, l'armée le définit. Hein. Vous aviez même ce gouvernement que oui, j'ai parlé d'un cartel. J'ai parlé d'un cartel. Non, mais ce n'est pas un cartel. Oui, d'accord, il y a le cartel qui est là, mais il y a le système du Nord qui est là. On n'a qu'à regarder la domination, 48 ans, 60 ans d'indépendance, vous avez 48 ans de domination de pouvoir au Nord. Alors, dans ce contexte, on peut encore prendre un exemple, on prend encore les terres. Dites-moi, quelles sont les terres de la partie nord qui sont vendues? Il n'y en a pas. Le retour de Sassou Nguesso au pouvoir après le coup d'État de 1997, qui était déjà une déclaration de guerre contre les enfants du Sud-Congo, vous avez vu les opérations Mouébara qui ont été établies et tracées, la diminution de population. C'est écrit noir sur blanc, M. Perret. Ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut nier que ce sont les terres du Sud qui sont vendues, M. Perret. Nous, en tant qu'ayants droit, on est là pour défendre les intérêts des sudistes, M. Perret. En tout cas,
comme nous avons proposé dans le projet des 12 départements, la partie nord a rejeté, le sud a accepté, et nous allons travailler avec ceux qui ont accepté de s'autoprotéger, parce que c'est une question de survie. Et nous nous limitons… Ceux qui ont accepté de s'autoprotéger, qui sont-ils là? Vous pouvez nous en parler? Mais on vous dit, c'est la région de Mpangala, donc le Poul, la région du Niadi, la région de la Lekoumou, la région de la Bouenza et la région de Luango que vous appelez le Kulu. Nous sommes en collaboration avec les rois Tikaya Zinga Ier, donc le Luango est insoumis. Nous travaillons en connivence. En plus, vous devez savoir une chose, il y a des critères qui ont été établis, il y a des préalables qui ont été établis. Avant de venir dans le contexte de la fédération, il fallait d'abord aller chercher, il fallait d'abord sortir toutes les terres du Sud-Congo sous l'emprise de la communauté. Donc, c'est un processus que nous avons eu à faire. Les correspondances ont été envoyées à M. Emmanuel Macron, président de la République de France, d'une manière claire, en se basant sur le point où nous nous sommes perdus, donc dans les années 1880, 1883, 1884, par rapport au contrat que les Français et les Belges sont venus arracher par le biais de Fouet, des promesses non réalisées. Vous comprenez bien avec nous que pendant cette période, les Mossi n'étaient pas là, ni les nordistes. Donc, nous nous sommes basés sur un point de repère. Monsieur Pongui, voilà. Lorsque vous dites les Moshi, les nordistes, à quoi faites-vous allusion? À quel groupe linguistique faites-vous allusion? Monsieur Perrin, vous devez comprendre que le pouvoir, c'est une domination nordiste. La colonisation intérieure qui a été imposée au Sud-Congo, c'est sous la domination Moshi. Mais c'est une connexion, comme on l'a dit. Qui sont les Moshi? Je veux comprendre avec toi ce que vous désignez par les Moshi. Nous définissons les Moshi, l'ensemble, enfin, on va vous le dire, il y a deux catégories. Il y a les Moshi et les Moshistes. Hein, vous comprenez? Les Moshistes, c'est ce petit noyau qui pilote, qui coordonne, qui est au centre de la toile d'araignée. Les Moshistes, c'est tous les autres cercles autour de cette toile. Lesquels exactement? Mais tous avec lesquels un but. Laissez-moi terminer, M. Perrin. Vous me coupez les fils d'idées. Non, je vous en prie, parce que nous sommes aussi soumis au temps que nous avons. Voilà. Donc, laissez-moi terminer. Vous devez comprendre une chose. Il y a les Moshi et les Moshistes. Il y a même… Et les deux ensembles font partie de l'ensemble global que nous appelons les débrasistes. Les débrasistes, ce sont simplement tous ceux qui font allégeance à des Brazza, dans le contexte de la domination de la colonisation. Les Moshi, c'est ce petit noyau qui a mis des ramifications et les Moshi sont soutenus par les Moshistes. Donc, les autres ethnies au nord Congo, nous les appelons des Moshi. Les piliers de ce système… je pense que aussi les Moshistes. Est-ce qu'à ce niveau, on peut être précis? Vous dites les Moshi. Moi, je veux comprendre parce que probablement que je ne sais pas, lesquels appelez-vous par Moshi? Quelles sont ces ethnies et qui sont situées dans quelle zone, dans quel périmètre géographique? Bon, nous ne définissons pas, nous le définissons à partir des plateaux parce que nous considérons dans l'unité du Sud-Congo, le plateau de la cuvette centrale, la cuvette ouest, la Sangha, les plateaux et toutes les régions du Nord, nous les définissons comme des Moshi, comme des Moshistes. Parce que tous ces gens-là sont dans le projet de la domination. Et lorsque vous parlez des plateaux, je pense un peu aux Téké, c'est cela. Donc, même les Téké sont des Moshi, c'est cela. Nous les considérons comme des Moshi. Pourquoi? Parce que les Téké ont légué leurs terres aux Moshi pour que les Moshi puissent construire un aéroport. Et cet aéroport sert de base arrière dans l'extermination des populations au Sud-Congo. Du moment où, M. Bernard, M. Pongui, du moment où les Téké sont au nord, ils sont aussi dans l'Alekoumou, ils sont dans le Poul, comment vous entendez régler ce problème? Vous allez les chasser du Poul, de l'Alekoumou? Non, M. Perrin, je crois que là, vous voulez déplacer les débats. Nous avons donné la situation, nous vous avons donné la situation géographique. Oui. Nous avons dit les plateaux ne font pas partie du Sud. Nous avons dit les plateaux, la cuvette. Non, moi j'ai parlé de l'Alekoumou, et du Poul. Il y a des Téké du Poul. Non, mais M. Perrin, je suis en train de vous le dire. S'il y a des Téké au Poul, les Téké du Poul
font partie du Sud-Congo. Vous comprenez? Les Téké de la Lukumu font partie du Sud-Congo. Mais là, nous parlons ici des plateaux. Nous avons délimité le Sud-Congo. À partir de l'Aléfini jusqu'à Luango, tout ça, c'est le Sud. Comprenez? Donc, on ne peut pas déplacer. On ne peut pas essayer mais il y a le concept Mboshi que vous avez défini comme étant tous ceux qui sont au nord, dans la partie nord du Congo. Et dans cette partie nord, il y a bien entendu les Téké aussi. Voilà pourquoi je vous fais savoir. Mais justement, M. Perrin, ne cherchez pas à déplacer. Nous avons situé la géographie, les limites. Il y a des Téké, mais c'est les Téké du Nord. Hein, et ça, il faut qu'on soit clair. Ce sont les Téké du Nord qui font partie de ce pacte du Nord. Vous avez des gens comme les Nsiba Florent font partie de ce pacte. Nsiba Florent est un Téké. Donc vous avez identifié quelques personnalités. Non, pas quelques personnalités. Nous prenons l'ensemble de la région. Les plateaux, à partir des plateaux, jusqu'au fin fond du Nord Congo. On ne va pas s'exterminer par ça. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut parler, mais on le définit à partir des plateaux. Toutes les régions du Nord, nous les définissons comme étant les Mboshi. Je veux bien voilà pourquoi nous les définissons. Mais sauf que jusque-là, je n'ai pas de précision sur ce que vous appelez par les nordistes ou les Mboshi. Jusque-là, on n'arrive pas à comprendre cela. Non, voilà mais ne nous dites pas que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais je n'arrive pas à comprendre parce que lorsque vous dites quelles sont les ethnies qui font partie de la partie Mboshi dont vous faites, à ce moment-là, en particulier les ethnies, nous vous donnons la géographie. On vous a expliqué la toile d'araignée. On vous a dit qu'il y a le noyau de la toile qui est géré par les Mboshi et vous aviez les périphéries de la toile. Et nous avons donné les limites de ce qui constitue ce nord-là, qui complote dans la colonisation intérieure au Sud-Congo. Nous vous avons donné les régions qui font partie de ce complot, des gens qui vendent les terres du Sud-Congo, des gens qui exproprient les Sud-Congo, le complot mis en place contre les descendants Congo. Je vous le concède d'ailleurs, ce que vous dites, mais moi, le problème, c'est que je voulais comprendre une chose. Lorsqu'on parle des nordistes, comme vous le dites d'ailleurs, les Mboshi, à un moment donné, vous citez certains noms, mais on se rend compte que ce sont quelques personnalités. Et je vous ai demandé lesquelles, j'en arrive, je vais terminer avec ma question, pardon, tu as le temps de répondre, t'inquiète, je te donnerai tout le temps pour répondre. Et lorsque je veux comprendre lesquels font partie finalement de ce groupe Mboshi, alors à ce moment-là, vous dites tous ceux qui sont à partir de la délimitation que vous venez de déterminer, donc les plateaux, ce sont les Mboshi. Alors, la question, c'est la suivante. Puisque vous avez décidé de la scission Carmon du Congo, pour créer le Sud-Congo. Une fois que vous avez délimité les Mboshi, donc qui se retrouvent du côté, disons, dans le sud du pays, qu'en ferez-vous? Bon, très belle question. Puisque c'est un problème de délimitation géographique. Les Mboshi qui vont se retrouver au sud. Bon, je tiens tout d'abord à vous dire que je crois que vous avez bien lu la pétition. La pétition a été très claire. La pétition a défini le temps. Nous sommes repartis sur le point de la disparition, donc les années 1880. Vous devez comprendre avec nous qu'on ne peut parler du contexte de la scission. C'est deux nuances, je tiens encore à le rappeler. La scission, on le fait avec qui? Avec des gens qui sont aussi propriétaires des terres. C'est ce qu'on le fait. Donc, vous avez eu des discussions, vous décidez de diviser. Vous comprenez? Mais dans le contexte de notre démarche, il faut parler de la reprise de la souveraineté. La reprise de la souveraineté des terres. C'est ça que nous sommes en train de parler ici. Donc, la partie nord, à l'exception des Téké qui sont les propriétaires des terres du nord, toutes les autres ethnies du nord ont été importées d'ailleurs. Comprenez avec nous. Donc, nous ne pouvons, dans ce contexte, parler de la scission. C'est la reprise de la souveraineté des peuples Congo, des peuples qui ont déjà vécu sur ces terres, des peuples qui vivent quasiment avec les mêmes cultures, les peuples qui ont quasiment les mêmes racines, ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, comme vous le savez, ces 5 régions au sud Congo, les ayants droit de ces terres, qui constitueront ce que nous appelons la Fédération Sud-Congo dans un contexte de fédéralisme démocratique. Les Mboshi qui vivent au sud Congo, nous l'avons dit d'une manière très claire, si vous êtes un Mboshi au sud Congo, marié avec quelqu'un au sud Congo, et que vous n'avez jamais
tuer les Congos, vous avez donc des mains propres, votre probité morale est propre, vous allez, on vous donnera l'autorisation de vivre au Congo, en passant au Sud Congo avec un processus d'immigration, hein, de vous reconnaître en tant qu'immigrant au Sud Congo. Nous ne sommes pas ici pour faire la chasse aux sorciers, mais en tout cas, l'objectif ici, c'est de remettre l'ordre au Sud Congo. Voilà l'objectif. Nous voulons rétablir l'ordre du Sud Congo, qu'il s'agit du système d'immigration, le système sécuritaire. Nous voulons mettre en place un gouvernement fédéral au Sud Congo avec l'objectif simplement de s'occuper de tout ce qui est la diplomatie, la sécurité du Sud Congo, donc la protection des biens et des personnes, le commerce extérieur. Mais en tout cas, nous voulons mettre en place un fédéralisme démocratique dans le contexte où l'économie va être gérée. Toute cette configuration, ce système politique et administratif que vous voulez mettre en place. Et voilà pourquoi je posais la question expressément de savoir, vous luttez contre qui? Est-ce que c'est contre Sassou Nguesso et son système ou contre une ethnie que vous avez désignée, donc l'Emboshi? Je semble comprendre que finalement, vous vous êtes érigé contre une ethnie qui n'a rien à voir avec le système politique. Non, vous avez été mal compris, M. Perrin. On tient de vous le dire. La Fédération Sud-Congo est bien définie. La Fédération Sud-Congo, c'est 5 régions. Et le temps de débat est terminé. Hein. Le temps des débats, il est terminé. Débat qui consiste à dire, vous luttez contre qui, vous luttez contre quoi. Ça, c'est déjà passé. Non, mais c'est nécessaire pour ceux qui nous suivent. N'oublie pas que Congo, nous avons 5 nations. Il y a les Ngala, les Congo, les Téké, nous avons les Pygmées, nous avons les Ishira. Et lorsqu'on regarde un peu la configuration, donc le périmètre géographique qu'occupent ces populations, ces peuples, on se rend bien compte que même pour délimiter le Sud Congo, dont vous dites avec K, devient un peu difficile. Non, M. Perrin, moi je pense que ça c'est une confusion peut-être de votre part, mais en tout cas nous... Non, je vous le rappelle parce que j'ai aussi suivi. On vous le dit à partir de la Léfini jusqu'à Luango, et ça c'est le Sud, et ça c'est reconnu d'une manière géographique. Le Sud constitué de qui? De quelles populations qui vivent dans le Poul, des populations qui vivent dans le Niadi. Mais est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi qu'à un moment donné... à un moment donné, vous parlez, Bernard, Monsieur Bongui, s'il vous plaît. Vous parlez des populations, vous vous focalisez d'ailleurs sur une ethnie, ce ressentiment. J'en arrive, je vais terminer avec ma question. Permettez que je pose des questions. Il n'y a jamais de mauvaises questions, malheureusement, c'est cela dans notre travail. Et donc, à un moment donné, vous parlez des populations, des ethnies. À un moment donné, vous parlez du régime Denis Sassou Nguesso. Je voulais avoir une nuance, parce que je sens aussi le ressentiment que vous exprimez d'ailleurs contre une ethnie, que je ne veux pas trop citer tout le temps. Lorsqu'on dit, par exemple, telle ethnie aussi fait partie de ce groupe, et puisque c'est un problème de délimitation, vous dites géographique, alors à ce moment-là, vous parlez des Téké qui sont au sud, ceux-là ne sont pas des Mboshi. Je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus précis et clair. Et c'est aussi pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent de comprendre exactement sur quoi tient votre projet. Bon, vous avez dit que ce n'est plus un projet, c'est en marche, d'accord. Sur quoi tient votre vision? Parce que je vous ai dit, il y a par exemple là 5 nations au Congo. Alors vous avez décidé donc de la scission, même si vous ne voulez pas le reconnaître comme tel, mais c'est une scission parce que vous voulez retirer en fait la partie sud de l'entité République du Congo. Vous voulez faire une autre république que vous avez appelée le Sud Congo. C'est une scission dans tous les cas. Et dans cette scission, quels sont les peuples qui sont concernés? Les départements, vous les avez cités. Mais dans ces départements vivent des populations. Et parmi ces populations, je vous ai dit qu'il y a aussi des populations que vous désignez par Mboshi. Bon, écoutez, Monsieur Perrin, je crois qu'il faut que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de dire. La Fédération Sud-Congo sera constituée de 5 régions. Il y a le Poul, la Bwenza, le Niadi, la Lokumu et Luango. On est d'accord sur ce point. Ça, c'est dans le cadre géographique. Dans le cadre géographique. On vous a défini les périmètres de la Fédération Sud-Congo. Maintenant, si vous voulez citer les ethnies, on peut les citer. Dans la Lokumu, dans Mbangala, nous avons les Téké, nous avons les Lari, nous avons les Congo, vous avez peut-être les Rangala aussi. Si vous venez dans la Bwenza, vous pouvez encore citer. Il y a les Téké dans la Bwenza, il y a les Bembe, il
il y a les Dondo, il y a les Kamba, il y a les Minkengi, il y a les Kuni, comprenez? À moins que si j'ai oublié une quelconque ethnie, en tout cas, je m'excuse. Dans le Kumu, vous aviez les Mbamba, vous aviez les Yaka, vous avez les Lali, comprenez? Vous allez dans le Nyadi, vous avez des Pounou, des Lumbu, des Bouissi, les Tsangi, il y a aussi les Kuni là-bas aussi, comprenez? Et vous allez encore dans l'Ouango, vous avez les Yombe, vous avez les Vini, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi nous avons défini la fédération comme l'ensemble des peuples, des populations, des ethnies vivant dans les 5 régions. Donc, ça, c'est ce qui va constituer. Parmi lesquels les Mboshi. Non, les Mboshi ne sont pas originaires du Sud-Congo parce qu'ils sont liés par un accord de mariage. En ce moment, les Mboshi seront considérés comme les immigrants. Donc, il y aura un background check. On veut se rassurer que ces gens-là ne détiennent pas le sang Congo ou le sang des sudistes. Les gens-là ne sont pas dans la criminalité. Les gens-là ont une probité morale propre. Je crois que là, on est d'accord. Comprenez? Donc, les Mboshi ne font pas partie de la Fédération Sud-Congo. Les Mboshi, originairement, ils sont du Nord Congo. Ils sont de la cuvette centrale, peut-être de la cuvette ouest, peut-être on peut encore. Et donc, si je comprends, alors s'ils sont de la cuvette ouest, puisque dans la partie nord, il y a aussi les pygmées. Donc, ces pygmées seront aussi exclus. C'est cela? Les pygmées feront partie du Nord Congo. Ils ne font pas partie de la fédération. Au Sud Congo, mais il y a aussi les pygmées dans la partie sud. Comment vous allez gérer cela? Ils feront partie de la fédération parce que originellement, ce sont les peuples du Sud Congo. Et c'est défini, M. Perrin. Il n'y a plus de confusion sur ce point. Et nous sommes clairs dans ce positionnement-là. Non, mais il y a toujours, enfin pour moi, il y a encore quelque chose qui ne paraît pas clair. Parce mais que lorsque vous parlez, oui, évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous faites la délimitation géographique, ça je vous comprends. Mais il y a le côté, donc les ethnies, les populations, que vous n'arrivez pas à me donner les précisions que je veux. Hein. Moi, je pense que la confusion est de votre côté parce qu'on vous a donné la réponse, M. Perrin. On vous a dit cela. Non, on vous a dit les peuples, on vous a dit les populations. On vous a donné même, on a même cité quelques ethnies. Donc, il ne peut plus y avoir la confusion. Les Bomitaba ne sont pas au sud, les Makwa ne sont pas au sud, les Kouyou ne sont pas au sud, les Teke Alima ne sont pas au sud. Ils ne peuvent pas faire partie de la fédération. Et donc, c'est tout ce groupe que vous appelez les Mboshi, c'est cela? En tout cas, M. Perrin, on ne va pas se... Moi, personnellement, on se concentre pas... Je suis en train de te poser des questions, tu es libre de répondre ou non. Est-ce que ce sont ces groupes-là ou ces ethnies que vous appelez entités Mboshi, que vous excluez d'ailleurs de votre vision? C'est cela. Nous vous avons défini les Mboshi et les Mboshistes. Hein, c'est défini. On vous a dit, le noyau, il est géré par les Mboshi. Il y a les Mboshistes qui font partie de cette alliance, c'est défini. Et en quoi finalement, en quoi finalement? Non, mais laissez-moi terminer, M. Perrin, parce qu'il y a une confusion. On ne va pas passer, je crois, le temps sur ça. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut aller dans ce que nous sommes en train de faire. On vous a défini, nous sommes clairs dans les propos. La Fédération Sud-Congo, c'est 5 régions. Les populations, les peuples de la Fédération ont été définis. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Tous ceux qui font partie de la partie nord ne feront pas partie de la fédération. Ils feront partie de ce que nous appelons le Nord Congo. Ils peuvent changer de nom comme ils veulent. Mais en tout cas, le Sud Congo, c'est 5 régions. Les peuples du Sud sont définis. Si ceux du Nord, les Mossi du Nord, les Makwa, les Kouyou, les Bomitaba, comment on appelle, les Teke Alima, les Teke à partir de l'Aléfini jusqu'au nord, tout au long de Mbé et tout ça, vous prenez les pygmées du Nord, ceux-là ne font pas partie de la fédération. Tous les peuples, les populations, les ethnies du Nord, si vous voulez visiter une famille, vous devez passer par un processus d'immigration. Il n'y a plus de confusion là-dessus, M. Perrin. Voilà pourquoi je disais donc que votre combat, c'est contre une ethnie ou contre un groupe d'ethnie et non contre la dictature de Brazzaville. Non, M. Perrin, non, là c'est... Parce que en quoi? Parce que ma question c'est de savoir, oui, Bernard, s'il te plaît, ma question est de savoir...
Oui, tout à fait. Je comprends un peu ce que vous voulez faire. J'ai des Vous voulez questions à te simplement poser parce tourner que en rond. il faut que... Non, je ne tourne pas en rond. Ma question qui devait suivre, c'est de savoir en quoi ces populations sont-elles responsables de la politique de Denis Sassou Nguesso? Toutes ces populations que vous venez de citer qui constituent le groupe Moshi. Écoutez, tout le Nord fait partie de ce que nous appelons le Pacte du Nord. Le Pacte du Nord a pour intérêt de créer une colonisation au Sud-Congo. Si vous êtes du Sud et que vous refusez de protéger votre peuple, si vous êtes au Sud et vous acceptez qu'on puisse vendre les terres du Sud, c'est que vous êtes un traître. Et on le dit, on ne va pas tergiverser avec des traîtres. Oui, mais évidemment, je vous avais déjà posé cette question-là. Qui est-ce que vous appelez par traître? Parce que c'est tous ceux qui ne souscrivent pas à votre vision. C'est cela, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Mais voilà, ça n'a rien d'autre. Donc, tous ceux qui ne sont pas avec vous sont contre vous, c'est cela. Non, nous l'avons dit d'une manière claire. Oui. La Fédération du Sud-Congo, nous nous dirigeons vers la Fédération du Sud-Congo parce qu'il y a eu un problème. Hein, parce que la partie nord ne veut pas vivre ensemble avec le Sud-Congo. Oui, ça vous nous avez expliqué. Bernard, nous étions sur un point là, il faut qu'on en termine quand même. Vous avez dit les traîtres, vous les avez appelés par traîtres, et je vous ai posé la question de savoir qui appelez-vous par traître? Est-ce que nous appelons, ceux qui ne souscrivent pas nous appelons à votre projet? Oui. Tous les sudistes qui refusent, dans le contexte humanitaire, de protéger l'ensemble des populations au Sud-Congo, tous les sudistes qui refusent de protéger l'ensemble des terres souveraines du Sud-Congo, nous appelons traîtres tous les sudistes, bien sûr, dans le contexte des traîtres de ceux qui ne sont pas avec nous, ceux-là qui refusent de protéger ou de gérer les ressources naturelles qui leur reviennent de droit. C'est cela. Vous êtes donc, voilà, quand vous agissez comme ça, en quoi vous êtes différent de Denis Sassou Nguesso qui a fait finalement, dont le cheval de bataille est connu, c'est la division pour mieux régner. Et vous aussi, vous commencez à exclure les autres. En fait, tous ceux qui ne sont pas avec vous sont contre vous. Mais, Monsieur Perrin, vous devez comprendre le contexte de notre lutte. Nous luttons pour l'intérêt général des peuples du Sud-Congo. C'est-à-dire que protéger les populations, protéger les terres, protéger les ressources naturelles. C'est clair. Vous êtes un ennemi. Vous êtes un ennemi du Sud-Congo. Non, c'est vous qui les appelez par ennemis parce que ils ne partagent pas la même vision que vous. On les appelle des traîtres. Voilà pourquoi je disais, quiconque ne partage pas votre vision est un traître. Et en quoi vous êtes différent du dictateur Denis Sassou Nguesso? Bon, la différence entre nous et Sassou, c'est que nous voyons l'intérêt général de notre peuple Congo, l'intérêt général des sudistes. L'intérêt général des sudistes, c'est la protection des terres du Sud, c'est la protection des populations du Sud, c'est la protection des ressources naturelles. En excluant les autres. Si vous définissez de dictateur celui-là ou ceux-là qui protègent l'intérêt général du peuple, alors ça c'est votre définition. Mais en tout cas, nous pensons que l'ensemble de notre peuple... Non, mais vous parlez de protéger les terres, de protéger en fait la vie de ceux qui sont au sud. C'est une conception que vous vous êtes faite parce que je vous ai posé la question au départ. Qu'est-ce que vous combattez réellement? Est-ce que c'est la dictature ou une ethnie? Parce qu'il fallait bien qu'on ait cette nuance pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui pensent qu'évidemment, le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso et non une ethnie donnée. Non, nous ne pensons pas. On ne peut pas combattre donc... Le problème du Congo, c'est le pacte du Nord. Un pacte qui se limite, je te l'ai dit, entre... un petit groupe de personnes. Mais non, mais ça c'est ce que vous dites, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas, hein, M. Perrin. Vous n'allez pas, sans pourtant le savoir, et sans pourtant, vous n'allez pas le nier ici, que toutes les fois qu'un fils du Sud a le pouvoir, c'est un coup d'État qui arrive. Le président Youlou a été chassé par un coup d'État. Mais qui était derrière ce coup d'État, en réalité? C'est une stratégie. Le président Alphonse Massamba Deba a dirigé, mais c'était une stratégie mise en place par ce fameux pacte. Vous comprenez, monsieur Perrin? Oui, mais le président Massamba Deba a été chassé par... C'est là où on n'arrive pas. Il faut que l'on soit clair. Le président Massamba Deba a été chassé par un coup d'État. Il y a un combat. Le président Massamba Deba a été chassé par un coup d'État. Oui. Le président Lissouba a été chassé par un coup d'État. Maintenant, dites-nous,
si réellement nous ne sommes pas là dans véritablement la chasse aux sudistes. Voilà pourquoi je disais, où est donc la responsabilité des populations du Nord dans ces coups d'État qui sont en fait du domaine politique? Je sais une chose, que les populations du Nord vivent les mêmes problèmes que ceux du Sud. Et je l'ai dit d'entre deux jeux. Lorsqu'il y a rupture ou délestage du courant, c'est tout le monde qui est privé. Quand l'eau ne coule pas au robinet, c'est tout le monde qui est privé. Nous fréquentons les mêmes hôpitaux, nous fréquentons les mêmes écoles. Je t'ai même donné un exemple où les enfants du Nord vont à l'école en pirogue. Et donc, ils vivent les mêmes situations que tous les autres Congolais. Il se trouve que vous prenez en fait ce que le dictateur fait, politiquement parlant, et vous identifiez cela à une ethnie, tout un groupe d'ailleurs, que vous appelez les Moshi. Donc, vous les incluez tous dans tout ce que le dictateur Sassou Nguesso fait. Je pense qu'il y a un souci à ce niveau. Il faut qu'on arrive à faire quand même cette nuance. Monsieur Perrin, la nuance, elle est là, elle est claire. La question que vous posez, si la partie nord vit les mêmes souffrances qu'au Sud Congo, que font ces peuples du Nord là par rapport à leurs souffrances? Que font les peuples du Nord là compte tenu qu'on tue au Sud Congo? Que disent-ils quand on vend les terres du Sud? Que pensent-ils quand on entend l'exporter? Ça, c'est la question que vous devez répondre. Non, mais le problème, c'est que même ceux qui ont voulu, évidemment, s'exprimer, je prends le cas, par exemple, du général Jean-Marie Michel Bokoko, qui, après avoir constaté tout cela, s'est dit, il faut changer les choses. Il y a aussi André Okombi Salissa, aujourd'hui, se retrouve en prison à cause de cela. Bon, vous n'allez pas dire que ceux du Nord ne font rien. Mais Monsieur Perrin, ça c'est des bons exemples que vous avez pris. Mais quand vous avez cité ces noms, on est là sur le plateau, je vais donc obligé de vous le dire. Souvenez-vous, ce monsieur André Okombi Salissa fait partie des gens qui ont chassé le président Lissouba au pouvoir. On l'a vu tenir les armes. Vous comprenez que ça sent, enfin, ces gens-là que vous avez cités font partie simplement des destructeurs de cette démocratie. Donc, non, étant membre du Parc du Nord, prenons l'exemple du général Moko. Laissez-moi terminer. Vous avez posé une question, laissez-moi terminer. Tu vas continuer, je vais te laisser le temps de continuer. Laissez-moi terminer cette partie. Commettre une erreur est humain. Prenons le cas du général Mokoko. Perpétuer dans les erreurs, c'est là où ça devient grave. Oui. Prenons le cas du général Mokoko que vous avez cité. Vous savez qu'il y a eu l'élection de 2016 et que selon ce que l'opposition dit, et même le défunt Guy Parfait Kolela l'a dit, qu'on ne va pas lui dire qu'il avait perdu. Donc, on devait avoir deux candidats qui devaient aller au deuxième tour de cette élection, normalement. Mais vous devez savoir, dans les couloirs, on avait demandé au général Mokoko d'attendre des résultats à Pointe-Noire. Mais il n'avait jamais voulu attendre des résultats à Pointe-Noire. Non, c'est pourquoi vous apprenez cela, parce qu'il n'y a pas d'élément d'appréciation. Son point de protection. Non, il n'y a pas d'élément d'appréciation, c'est vous qui le dites, pour ceux qui vous écoutent. Voilà, vous n'allez pas encore le nier avec moi, et qu'il est en train de préparer son fils à le substituer. Que disent ceux du Nord? Que disent les Mossi? Que disent les Kouyou? Les Teke Alima? Que disent, évidemment, c'est la même question qu'on poserait, que disent les sudistes? Les sudistes, nous sommes qui travaillent avec... Non, ceux qui sont dans ce cercle du pouvoir. Bon, mais comme on vous l'a dit, dans ce que nous appelons les Mossi, il y a les Mossistes et il y a aussi l'ensemble des débrasistes. Donc, les débrasistes sont aussi ceux du Sud qui tirent leur profit du gain dans ce système au détriment de l'ensemble des populations du Sud-Congo. Mais de ce fait, vous vous serez érigé aussi contre les sudistes, puisqu'ils ont leurs représentants dans ce système. Mais ils sont minoritaires. Comme certains, évidemment, comme certains Boshi que vous, aujourd'hui, sur qui vous vous en prenez, comme certains Boshi qui ont aussi des représentants. Il faut dire les nordistes. Il faut dire les nordistes. Il n'y a pas que évidemment, les nordistes, ce ne sont pas tous les nordistes qui sont dans le système. Ils ont quelques parents qui sont représentés dans ce système. Et c'est pareil avec le Sud. Le Sud aussi a des parents qui sont représentés dans ce système. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. On vous l'a dit, nous avons recyclé l'horloge du temps et nous avons repris notre souveraineté. Les terres du Sud, au moment des signatures des contrats de 1880, les Mossi n'y étaient pas, les Nordistes n'y étaient pas, donc, les Ngala n'y étaient pas. Comme ils n'étaient pas, voilà pourquoi aujourd'hui,
Vous voulez les exclure, c'est cela, si j'ai bien compris. Monsieur Perrin, je vais être très clair. Oui. Nous sommes en train de les exclure parce qu'ils nous ont imposé la guerre, des stratagèmes d'extermination, des stratagèmes de la colonisation, des stratagèmes de la domination. Donc, ces stratagèmes participent les parents du Sud. Non, parce que nous les excluons parce que ces gens-là ne respectent aucune loi. À quoi servent donc les lois qui ont été mises en place? C'est pour répondre et établir la justice. Mais qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la protection des droits pour les peuples. C'est aussi la différence entre le bien et le mal, consistant à récompenser ceux qui font le bien et à condamner ceux qui font du mal. Pourquoi voulons-nous des lois et des règles si nous n'avons pas la volonté de pouvoir les appliquer et de les respecter? Tout un chacun mais dans le même temps, l'obligation de parler et d'agir lorsque nous sommes témoins de l'injustice, M. Perrin. Évidemment, mais donc, nous ne pouvons donc se taire en ce moment-là. La loi ne permet pas l'exclusion, c'est cela. Mais attention, M. Perrin, dans le contexte de la loi, il y a aussi ce qu'on appelle une légitime défense. Quand ceux qui ont mis les lois en place et que vous aviez un groupement des brigands, des voyous, une partie de vos terres qui se rebellent contre l'ensemble des autres peuples, en ce moment, on ne peut pas négocier la dignité. La dignité, ça ne se négocie pas, M. Perrin. Nous ne pouvons donc perdre notre dignité en refusant nos droits. Nos droits du Sud sont connus, nos terres ont été arrachées sous la base des mauvaises promesses. Vu que la France a mis ce que nous avons l'habitude d'appeler sa voiture bélier, qui sont les Mossi, les nordistes, toute la partie nord, dont l'intention manifeste de nous exterminer, il est question que le peuple du Sud se rassemble pour sa survie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous sommes en train de faire depuis le temps de la résistance des gens comme André Grenard-Matsoa, nous sommes une nouvelle génération qui a compris la problématique, qui a dit non, la cohabitation est devenue impossible en face des gens qui ne respectent aucune loi, aucune règle, mais qui ont l'intention manifeste d'imposer la domination, la volonté de la destruction. Dans les gens que vous citez, c'est que vous mettez tout le monde dans le même panier, ce qui n'est pas normal. Et depuis le début de cette émission, c'est ce que je semblais comprendre, c'est que lorsque vous parlez du régime Sassou Nguesso, vous parlez en fait des nordistes. À un moment donné, vous dites les Moshi, le groupe Moshi, et c'est à ce niveau-là qu'il y a comme une sorte de confusion. Et votre combat, finalement, il faut que ceux qui vous suivent identifient exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi votre combat? Parce que dans ce système où ça fait une heure que nous sommes en train de parler, on ne parle pas réellement de ce qui sera la fédération. Ça, c'est très important. Évidemment, on revient donc sur ce qui sera la fédération. Cette fédération, je t'ai posé d'ailleurs la question de savoir en combien de temps, c'est-à-dire quand est-ce que le projet va aboutir. Vous avez dit qu'il est en marche. Bien sûr qu'il est en marche, c'est encore une vision. Pour l'instant, ce n'est pas une effectivité. Quand est-ce que, en combien de temps, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, que va aboutir votre projet? Nous ne parlerons pas de l'aspect de temps ici. C'est une machine qui est en marche. Les choses évolue vite. Nous sommes en train de clôturer avec le Mbongi et la pétition le 17 octobre. Et donc, une phase de détermination se fera après octobre 2021. Et dans cette configuration que vous avez définie, en fait, l'Union du Sud Congo, il y a également des royaumes à l'intérieur. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Vous m'avez même rappelé le royaume Luango. Je crois que vous-même, vous devez vous appeler aujourd'hui Prince, c'est cela. Et comment vous entendez manager tout cela dans cette fédération où il y a des royaumes, probablement des républiques? Comment ça va se passer? Bon, ici, là, je vais vous donner, déjà, il y a le website qui est en cours, qui sera publié d'ici peu, qui vous donnera la structure générale. On peut simplement dire le squelette du projet, parce que le squelette de la fédération, la façon dont nous avons défini la fédération, il y aura plus de président de la République, même au niveau de la fédération. Cette fonction va être bannie, abolie. Les dépenses inutiles, c'est cette fonction qui apporte la séparation, la division,
Donc, nous allons éliminer cette fonction. Il y aura une forme de gouvernement fédéral qui va être certainement gérée, ça c'est les politiciens au niveau de la fédération qui viendront certainement mettre les dernières touches à ces documents, une forme d'un premier ministre qui va gérer, peut-être le pouvoir va se roter tous les 3 ans, je ne sais pas trop, mais c'est dans cette vision que nous nous dirigeons. Le rôle du gouvernement fédéral, c'est la sécurité de la fédération. Donc, les forces armées, les passeports, c'est la diplomatie. Le rôle de la fédération, c'est le commerce, hein, bien sûr, avec l'extérieur. Mais le pouvoir économique va être centralisé au niveau des régions. Hein. Donc, il y aura une forme de gouvernement régional qui aura la responsabilité de gérer tout ce qui sont les systèmes de santé, le système éducatif. Dans les régions, il y aura aussi les mairies. Les mairies auront donc un pouvoir de gérer la responsabilité de la distribution d'eau va être sous la responsabilité de mairie. Les écoles seront sous la responsabilité des mairies. Pourquoi nous voulons le faire? Tout simplement parce que nous ne voulons pas qu'une région puisse pointer le doigt à l'autre pour dire tel individu n'a pas voulu construire les universités chez nous, les hôpitaux chez nous, les écoles chez nous. Il y aura des routes éventuellement interrégions. Ça sera sous la juridiction des régions et de la fédération. Et il y a bien sûr les chefferies, hein, les chefs de canton, donc éventuellement les royaumes. Ok, bon, je reprends tout ça. Merci pour cette présentation, mais ça demeure encore un rêve parce que ce n'est pas encore la réalité. Le problème, c'est de savoir, puisque jusque-là, vous dites d'ailleurs que vous ne pouvez pas dire quand est-ce que cela peut aboutir. Les délais, vous n'en savez encore rien, mais vous espérez et vous pensez que cela doit se réaliser, puisque vous vous projetez même déjà dans l'administration que vous êtes en train de présenter ici. Que vous inspire, par exemple, les premières tentatives qu'il y a eu en Afrique de séparatisme, par exemple, je parle de Casamance, je parle de Soudan occidental, Érythrée, mais à côté du Congo-Brazzaville, il y a aussi le Katanga avec Tchombe. Est-ce que vous êtes inspiré de ces mouvements qui finalement ont fait échec et ce que cela a coûté aux populations, c'est-à-dire les conséquences? Mais, vous voyez, M. Perrin, en étudiant tous les concepts et tous les modèles qui ont déjà existé, nous avons aussi tiré des conséquences, nous avons aussi tiré des leçons. Et nous nous sommes basés sur des modèles qui fonctionnent. Hein. Le cas aujourd'hui du Soudan, quand même qu'au départ, il y a eu quelques difficultés, mais cette division, on peut le dire comme ça, parce que dans notre contexte, ce n'est pas la division, c'est la reprise de notre souveraineté, fonctionne. Mais ça reste la scission, c'est une division dans tous les cas. Peu importe de la façon que vous voulez la prendre, parce que dans le contexte de la scission, il faut passer par un référendum sous un régime qui va certainement biaiser les résultats. Mais dans notre contexte, nous n'avons pas procédé par ce piège, d'ailleurs, que vous le savez avec nous, que les gens comme les Modestes Boukadia ont échoué parce qu'ils savaient qu'ils devaient rencontrer ce mur de ce référendum, parce que ce référendum devait être réalisé par le système Sassou. Donc forcément, connaissant les manigances dans les fraudes électorales, ce système, le référendum n'allait pas aboutir. Nous sommes allés, donc nous avons donc repris la souveraineté de nos terres. Donc ça, c'est une autre démarche, vous comprenez? Comme d'ailleurs, Bernard, si par exemple la scission du Katanga, les gens ont échoué, c'est vrai qu'on va passer, dans d'autres parties, les gens ont échoué, nous avons donc abordé sur le modèle qui fonctionne. Vous parlez de la souveraineté de vos terres. Comment allez-vous arracher ces terres de la République du Congo pour en faire une unité du Sud? Ça, en fait, je veux comprendre cela. Vous avez dit que Modeste Boukadia a échoué. Vous, comment allez-vous procéder? Oui, bon, mais c'est déjà réalisé, hein, parce que les terres du Sud Congo ont été colmatées. Il faut le savoir que les entités du Sud, vous avez dit les populations, c'est-à-dire quand? Ouais, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Donc, laissez-moi juste le temps de terminer. Les populations au Sud vivaient en toute liberté, dans la souveraineté. Donc, lors de la création de l'entité Congo, de la déclaration de la création de l'entité Congo le 28 novembre 1958, on a pris des entités qui étaient totalement souveraines au Sud Congo. On a regroupé ces entités pour aller donc déclarer l'entité Congo avec C. Que vous savez que quelque temps après,
c'est revenu dans la communauté. Donc, l'entité Congo avec ce n'est pas une république. Hein, ça, vous devez le savoir. En tant que journaliste d'investigation, les documents de la déclaration de l'entité Congo avec C, le ramenant à la communauté, ont été publiés dans le journal de la République de l'entité Congo avec C. Donc, en tant que journaliste d'investigation, vous devez aller donc chercher ce document et le mettre en public. Vous faites partie d'une communauté, donc un département de la France. Et votre numéro du département de la France, c'est 99. Nous, ce que nous avons fait, nous avons rédigé au président de la communauté, nous lui avons présenté les accords signés par nos ancêtres, et nous l'avons, en tant que descendants légitimes de nos ancêtres, ayant droit de nos ancêtres, nous avons donc le droit de nous retirer de ce contrat, vu que les promesses qui ont été réalisées n'ont pas été respectées. Et c'est ce que nous avons fait. Oui, mais c'est là que vous avez dit, vous l'avez déjà fait. C'est ce que je veux comprendre, ça a été fait quand exactement, alors que maintenant à l'heure où nous parlons, le Congo est une république du Congo. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Même au niveau international, il est reconnu comme ça, République du Congo. Monsieur Perrin, vous devez comprendre une chose. La République, elle est dans les contextes de l'Ouest franc-maçonnique. Mais du point de vue de droit, c'est un autre concept, Bernard. Ça, c'est un autre concept, Bernard. Tu as dit que la scission avait été déjà faite, donc actée. Exact. Que là, vous êtes en train de récupérer, vous avez dit, votre souveraineté. Voilà pourquoi je veux savoir quand est-ce que vous l'avez fait, quand est-ce que la scission a eu lieu. Le 7 juin 2020, Luango a été déclaré territoire totalement souverain. La documentation a été envoyée à Emmanuel Macron, président de la communauté. Nous l'avons demandé de retirer la présence des mercenaires nordistes au Sud-Congo, puisque ces terres-là ne font plus partie de la communauté. La réponse le 21 mars 2021, les terres de Mpangala, donc le Poul, Nyadi, Bwenza, Lekumu, toutes ces terres ont aussi déclaré leur souveraineté. Tous les documents ont été envoyés à M. Macron, réception, retour par correspondance. Donc, il nous reste maintenant la souveraineté par correspondance. physique. Bernard, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que la France a dit? Mais la France a pris acte. La France a pris acte. Hein? La France a pris acte. Et c'est cela, M. Perrin. Prendre acte n'est pas une décision, Bernard. Bon, d'accord, M. Perrin. La France a pris acte. Est-ce pour autant, aujourd'hui, on peut parler de l'Union du Sud, alors que maintenant nous parlons, à l'heure où nous parlons, au Congo, si vous partez, le Congo, c'est la République du Congo est reconnue comme telle, même au niveau international. Voilà pourquoi je veux comprendre finalement les effets de cette prise d'acte par la France, comme vous le dites, a changé quoi sur le terrain? Qu'est-ce qu'on peut constater, évidemment, pour croire en ce que vous dites, que le Sud-Congo a été acté? Bon, M. Perrin, je crois que si l'acte que nous avons réalisé en sortant les terres du Sud-Congo de la communauté, hein, vous dites vous sortez, ça la moi je veux comprendre. Vous sortez les terres. Si l'acte que nous avons... C'est ce processus que je veux comprendre. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Laissez-moi le temps. Je vous en prie. Je vous en prie. Si la documentation qui avait été envoyée au président de la communauté en lui informant que, vu les accords que vous avez signés avec nos ancêtres entre 1881 et 1884, le non-respect, vu déjà nos ancêtres ne parlaient pas votre langue, vous avez arraché nos terres, vous avez créé une entité Congo avec C, que vous n'avez jamais accordé la souveraineté, déjà l'indépendance, et que l'entité Congo avec C est repartie dans la communauté. Nous, en tant que descendants ayant droit des terres du Sud-Congo, nous récupérons les terres et nous nous déclarons définitivement souverains. Ça a été informé. Le président de la communauté a pris acte. Nous avons donc initié la pétition. La pétition, c'est bien écrit dans la pétition. Il ne nous reste plus que la souveraineté matérielle, palpable. Comment allons-nous avoir la souveraineté matérielle, palpable? C'est là la question. C'est de sortir l'armée d'occupation, les forces d'occupation sur nos terres. En faisant quoi? Voilà la démarche.
Et c'est écrit noir sur blanc sur la pétition, monsieur Perrin. Si vous avez eu le temps de lire la pétition, il est écrit la pétition, noir sur blanc. Quand je lis, c'est pour ma connaissance. Mais lorsque je suis sur le plateau, c'est pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Donc, voilà pourquoi je vous pose des questions. La pétition ça a été écrit clairement que nous voulons que notre peuple puisse soutenir la pétition pour sortir les forces d'occupation sur nos terres. Et notre peuple apporte un engouement. Et une fois que la pétition sera fermée, nous sommes dans la légitimité pour aller chercher toutes les forces nécessaires de sortir les forces d'occupation au Sud Congo. Voilà la démarche, M. Perrin. Mais vous pouvez comprendre avec nous que la souveraineté ne se donne pas. Mais puisque la souveraineté s'arrache, donc si j'ai bien compris, vous voulez engager le Congo dans un conflit, c'est cela? Mais écoutez, M. Perrin, mais je crois que les nordistes vous ont déjà engagé dans une guerre secrète depuis 1997. Quand vous aviez des gens qui viennent faire la guerre par le biais de coups d'État en amenant les armées étrangères dans votre entité, c'est déjà eux qui vous ont engagé dans la guerre. Quand vous avez des gens qui créent un génocide alors qu'ils sont en alliance avec Ntoumi, sous prétexte de dire qu'ils vont chercher Ntoumi, vous comprenez bien qu'ils vous ont déjà amené la guerre. Nous sommes dans la légitime défense. Quand vous avez des gens qui vous vendent vos terres, qui pillent vos ressources naturelles, qui sont en train d'exterminer votre peuple, vous voyez bien que c'est eux qui vous ont amené la guerre. Nous sommes dans le contexte. Non, mais évidemment, Bernard, voilà la question que je voulais te poser. Donc, pour toi, il est plus facile de mener une guerre de libération ou de scission que de chasser un dictateur, c'est-à-dire un système politique. Monsieur Perrin, je crois que vous ne pouvez, dans ce contexte, parler de système d'un dictateur. Il s'agit d'une guerre secrète, une guerre silencieuse que le Nord a imposée au Sud. Et ça, non, ma question million de fois. Est claire. Bernard, et donc, ma question est très claire. Pour nous, on le dit. On le dit. Il est plus facile pour vous. Il est plus facile pour vous de mener une guerre de scission, c'est-à-dire de libération, comme vous le dites, que de chasser un système politique, c'est-à-dire la dictature de Brazzaville. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Et est-ce que vous avez évalué le temps que cela prend, le coût matériel, mais aussi les victimes que cela peut faire? Monsieur Perrin. Le cabinet est là depuis les années 60. En termes de droit, oui. En termes de légitimité, oui. Nous sommes acculés chez nous, nous sommes sur nos terres. Ça, vous me l'avez expliqué, Voilà donc, pourquoi je vous pose la question. Parce que certains pensent, et un bon nombre des Congolais pensent que le problème, c'est le régime Sassou Nguesso qu'il faut mettre dehors. Et vous pensez que ce n'est pas cela, il faut procéder par la scission. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Monsieur Perrin, est-il plus facile de faire une guerre que de trouver des méthodes ensemble avec les Congolais de tous les 12 départements pour mettre ce régime dehors? Monsieur Perrin, nous avons proposé une solution avec les Congolais de 12 départements. Ça avait été rejeté. Il n'y a pas eu une volonté, même des groupes aujourd'hui qui sortent, qui veulent sauvegarder, ceux qui nous parlent de l'unité nationale, ont vu cette proposition que nous avons eu à faire avec les 12 départements. Donc, il est question. Non, mais vous vous targuez de dire que finalement, au Sud, on a accepté. Pourtant, dans le même temps, vous pointez même des traîtres. En fait, ce ne sont que les gens qui ne souscrivent pas à votre projet, que vous croyez que ce sont des traîtres. Et là, j'ai besoin de vous poser une question, de savoir comment êtes-vous arrivé à évaluer cela, que toute la partie sud du Congo est d'accord avec vous. Parce qu'au bout du compte, c'est ce que je constate malheureusement, que vous êtes en train de parler au nom d'un peuple ou des peuples qui, en réalité, eux-mêmes n'ont pas connaissance de ce que vous êtes en train de faire. Bernard, est-ce qu'il y a eu une légitimité en cela? Y a-t-il eu des référendums? Vous m'avez dit qu'il y a eu des consultations. Perrin, oui, les consultations, c'est bien. Mais, Monsieur Perrin, oui, dans le contexte de la reprise de la souveraineté, nous n'avons pas envie de passer par un référendum. Voilà pourquoi nous avons dit il y a deux concepts.
la scission. D'où tirez-vous votre légitimité? En fait, c'est ça le problème, la question que j'ai posée. Monsieur Perrin, d'où tirez-vous votre légitimité? Vous n'allez pas, vous comprenez que c'était même ça l'objectif même de la pétition, aller voir l'ensemble de notre peuple pour voir si ce peuple-là supportait le projet. Vous allez certainement le constater avec nous qu'au sein même de cette diaspora, il y a des groupes qui existent, mais jamais un groupe n'a pu mobiliser autant de gens, autant des peuples. Peut-être parce qu'ils n'ont pas osé, ils n'ont pas essayé, bien sûr. Laissez-moi finir, parce que vous posez des questions, laissez-moi le temps de terminer. Je vous en prie. Au Congo, vous allez voir les partis politiques, vous allez me dire quel est le parti politique qui a déjà plus de même 7000 adhérents. Non, pas du tout, M. Perrin. Donc, nous pensons que nous sommes légitimes, nous sommes légaux, vu que la pétition est soutenue par l'ensemble de notre peuple. Nous avons largement dépassé les 10 000 quand vous prenez un échantillon de 2 500 000 que nous pouvons nous considérer au Sud-Congo. Oui, nous avons pleinement la légitimité d'aller chercher, de sortir les mercenaires, les forces d'occupation au Sud-Congo. En termes de statistiques et de probabilités, on calibre l'échantillon de la population sur une petite échelle. Dans le contexte de la pétition, pour une population de 2 500 000, avec déjà 2 000 signataires, nous avons largement dépassé le quota. Et nous avons 5 fois dépassé ce quota. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous avez dépassé le quota, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez évalué ces Congolais du Sud Congo, que vous désignez Sud-Congo, qui ne sont pas d'accord avec votre projet ou votre vision? C'est ceux-là que vous appelez par les traîtres. Est-ce qu'ils ne sont pas plus de 10 000? Non, monsieur Perrin, il y a une chose. Quelques individus au sein des groupes qui veulent parler aux alliances. Non, c'est vous qui le dites. Il faut le savoir une chose. Il y a de ceux qui sont associés au Moshi, aux nordistes, pour maintenir la colonisation intérieure au Sud. Parce que ces gens-là, ce sont comme les nègres des maisons. Qui sont payés. Ce sont des a priori que les gens utilisent, hein, M. Perrin. Non, oui, Bernard, apparemment, ce sont des a priori, mais parce qu'on a aussi constaté que pour vous, tous ceux qui parlent à un langage différent du vôtre sont des traîtres. La preuve, c'est que dernièrement, je suivais votre Mbongi. Il y a un jeune de 20 ans, je crois, qui a dû vous appeler pour vous dire, évidemment, mais moi, je comprends pas ce qui se passe. Et il a même dit qu'au Congo, vous n'étiez pas connu. Alors, la réaction sur le plateau a été telle que vous l'avez fait taire, vous l'avez carrément chassé, alors que vous parlez… Non, mais monsieur Perrin, je crois que… Non, j'en arrive, je n'ai pas terminé. Okay. C'est aussi la preuve, parce que lui, quand il parle, il dit qu'il vient d'arriver en France, donc il était au Congo. C'est un témoignage, non, patent. Lui, il a dit que vous n'êtes pas connu au Congo, qu'il ne vous connaissait même pas et qu'il voulait comprendre ce que vous étiez en train, évidemment, d'organiser. Au lieu de répondre à ce jeune, vous l'avez carrément chassé. Alors, vous lui avez raconté des choses qui, à mon avis, bon, je ne peux pas traduire ça ici, et le jeune était obligé de partir. Et là, vous vous vantez d'avoir 10 000 signatures qui vous donnent la légitimité. Bon, M. Perrin, je crois que cette section est là. Ce que je ferai, je couperai cette section, je mettrai en public, et donc vos auditeurs auront donc le droit d'aller regarder les réponses qui ont été données à ce jeune homme de 20 ans qui avait appelé. Je crois que nous avons un CRS là. Laissez-moi terminer, M. Perrin. Je crois que ce jeune homme avait appelé, on lui a dit, vous avez déjà lu le manifeste, on lui a référé au manifeste, et M. Kayi lui a dit, allez-y lire le manifeste, et une fois que vous avez lu le manifeste, vous allez comprendre la vision, et après, recontactez-nous, nous allons donc vous expliquer. Je crois que après, vous avez… plutôt, vous l'avez dit, vous lui avez dit que vous n'avez rien compris, vous êtes encore jeune. Ne jouez pas ce petit jeu parce que ce jeu-là ne nous arrange pas. Hein? Ne cherchez pas à vouloir non, calmez-vous, chercher à noyer on a le temps. Le Mbongi. Mais vous avez eu d'autres auditeurs qui ont appelé après. Vous avez eu d'autres témoignages qui ont appelé, qui vous disent qu'il y a du monde au Congo qui signe la pétition. Comprenez? Personnellement, je reçois des emails quasiment tous les jours avec les fiches de pétition. Comprenez, M. Perrin? Donc, c'est déjà… N'a qu'à regarder ma chaîne à moi, personnellement. J'ai plus de 13 000 abonnés, M. Perrin. Quand vous voyez les statistiques de YouTube, il y a plus de 6 000 qui sont du Congo-Brazzaville, M. Perrin.
Donc, quand vous dites que vous n'êtes pas connu, c'est une mauvaise foi de votre part. Comprenez, monsieur Perrin? Ce n'est pas moi. Et donc, il y a un puisque le témoin. message que nous Non, Bernard, il faut qu'on véhiculons, soit quand même, il faut qu'on soit clair et puis honnête. voilà. Ce n'est pas moi Donc, qui le dis. on est très Vous nous avez clair. promis. Vous nous avez promis. Permettez, Bernard, vous nous avez promis l'extrait. Évidemment, on va l'insérer et les téléspectateurs auront le temps d'apprécier cela. Ce n'est pas moi. Mais ça sera aussi bien. Qui vient de Brazzaville. Ça sera aussi bien Bonjour. Que vous ajoutez. Depuis pas très longtemps, je suis votre émission là. Oui. Oui, donc j'ai commencé à vous suivre par l'intermédiaire de ma tante. Non, moi je reviens du pays, hein, je suis un jeune étudiant. Oui. Je suis un jeune étudiant, donc je reviens de Brazzaville. En ce moment, je suis en France. Oui, on vous écoute. Ouais, je suis en France. Mais donc, je suis votre émission, mais moi, je comprends pas trop. C'est quoi le but, en fait? Bon, c'est pas le moment de poser des questions par rapport le but par rapport à quoi? À l'émission ou par rapport au Mbongi? Non, par rapport à votre émission au Mbongi, j'ai essayé de suivre, de voir le concept, mais je comprends pas, en fait. C'est pas le moment, Attendez, non, écoutez, genre, moi, en fait, je comprends pas votre point de vue. Donc, à ce moment-là, parce que vous êtes arrivé au milieu du Mbongi, vous allez me rappeler en privé. Je vous expliquerai c'est quoi le concept. Là, je peux pas me permettre de vous expliquer le concept. Non, vous comprenez pas ce que je veux dire. Vous voyez, je sais le concept, mais moi, par rapport à votre point de vue, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, moi, je reviens du pays, je sais comment ça se passe. Déjà, pour votre émission, vous parlez de faire signer des pétitions, mais là-bas, les gens ne connaissent pas votre émission. Donc, ils vont signer vos pétitions comment? Ça, c'est déjà le premier point. Et moi, maintenant, je vous dis, pour la division genre du pays, je pense pas que c'est la meilleure solution, vous voyez. Parce que ça entraîne beaucoup de choses. Il n'y a aucun pays que je connaisse qui a été divisé pacifiquement. Okay. Ça entraîne des guerres et beaucoup de choses. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Vous avez 20 ans? Oui. Vous êtes à l'université? Oui. Ok. Est-ce que vous avez eu pris connaissance du manifeste que nous avons mis en circulation? Vous avez mis ça où? Mais c'est ce que je vous fais comprendre. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Laissez-moi finir, vous avez parlé, je vous réponds maintenant. D'accord, je vous écoute. Voilà. Avant, vous avez 20 ans, hein? Donc avant de commencer à dire le pays ne sait jamais, parce que là vous parlez avec des sentiments. Donc je vous conseillerais d'aller lire le manifeste. Donc vous avez Facebook? Oui, j'ai Facebook. Donc vous allez sur la page Manifeste pour la libération du Congo. Oui. Sur Facebook. Je vous montre tout de suite. Si vous avez... Est-ce que vous me regardez en ce moment? Oui, je regarde. Okay. Non, mais là où vous comprenez pas, c'est ce que je vous dis. Non, c'est vous qui écoutez. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Avant que puisse aller, les gens n'ont pas accès. Je veux que vous, d'abord, vous puissiez comprendre. Ne me parlez pas des gens. Je veux que vous puissiez comprendre d'abord la situation. Vous n'avez connu que Sassou Nguesso. Vous n'avez que connu que Sassou Nguesso. Vous avez 20 ans aujourd'hui. Ok? Ça ne veut rien dire. Non, on n'est pas... Jeune homme, écoutez. Je veux que vous puissiez lire le manifeste. À ce moment-là, vous venez parler avec nous. Vous venez parler avec nous. On n'a pas lu le manifeste. Ok? Ça serait mieux comme ça. Moi, j'apporte juste ce que je vous dis. J'ai compris. J'ai compris. Ça ne peut pas aboutir. J'ai compris. Écoutez. Qui va signer cette Jeune homme. pétition si vous n'êtes pas connu? Il faut apprendre. Jeune homme. Faut apprendre à écouter les grandes personnes. Je suis en train de vous dire. J'ai compris ce que vous avez dit. Et moi, je vous réponds ceci. Allez-y lire le manifeste. Ensuite, nous parlerons. D'accord. On m'a dit. J'ai compris. Ok, merci. C'est moi. Vous n'avez connu que Sassou Nguesso, c'est tout ce que vous connaissez. Faut comprendre, il va me rappeler sûrement. On va les non, mais vous voyez, c'est cette génération dont je parle. Cette génération de 1997. On a quelqu'un en ligne là. Il faut bien que vous ajoutez aussi les extraits des autres auditeurs qui ont appelé pour apporter la contre-information de ce que le jeune homme de 20 ans est venu dire. Moi, je veux parler en Larry pour répondre à ce jeune garçon qui vient de dire qu'on ne connaît pas cette émission. Voilà, ceci, cela. Il est étudiant, il a 20 ans. À 20 ans, tu ne peux pas connaître l'histoire du Congo. Ça, c'est la première des choses. Donc, il ne connaît même pas la conférence nationale souveraine. Il n'était pas né. Il est venu, il dit que l'émission n'est pas connue au Congo. Mais par contre, il faut le dire, le nombre de gens qui ont déjà signé au pays.
C'est un grand nombre. Cela veut dire que donc, au niveau du pays, nous sommes suivis. Vrai ou faux? Tout à fait, tout à fait. Mais bon. Et il lui dit que l'émission n'est pas connue, les gens ne suivent pas l'émission, écoute. Il a sillonné dans tous les quartiers du nord ou du sud. Il y a même des Mboshi qui signent. Il y a même les gens du sud qui signent. Alors, des gens comme ça, il ne faut pas les répondre. C'est des idiots. Excuse-moi de prononcer ce mot-là. Tu ne connais pas l'histoire du Congo. Il n'est même pas né pendant qu'il y avait conférence nationale. Aujourd'hui, il a 20 ans. Il est venu en Europe. Vous ne savez pas quelle mission qu'il a. Quelle est la mission? Pourquoi il est venu en Europe? Les bourses, on ne les donne pas à n'importe qui. Lui, il a reçu la bourse pour venir étudier en France. On ne sait pas quelle est la mission. Après ça, quelle est la mission? Parce qu'un jeune homme de 20 ans, comprenez bien avec nous qu'il est né dans les années 97, bien après. Donc, ils ne connaissent que Sassou. Cela veut dire qu'il n'a rien. C'est cette génération qui n'a pas vraiment la bonne information. Parce que cette génération ne connaissent que ce régime, que ce système, que ces mêmes individus. Ces gens-là ne connaissent pas l'histoire même de l'entité Congo avec C. Et nombreux de cette génération découvrent l'entité Congo avec C à travers les productions des vidéos que vous faites, que nous faisons, que tout un chacun de nous fait. Et c'est là où cette génération tire des sources d'information. Donc, quand un enfant de 20 ans appelle, non, nous ne l'avons pas jeté. C'est vrai qu'il y a eu une petite tension parce que apparemment le jeune homme ne voulait pas écouter les instructions et on lui a demandé, écoutez, on va vous agresser, on va vous renseigner, on va vous guider. Mais cela ne peut pas minimiser tout le travail. Hein? Vous connaissez bien, vous le savez bien avec nous, que évidemment, à l'opposé, Bernard, vous êtes en train de dans votre chaîne. Moi-même, personnellement, plus de 6000 abonnés dans l'entité Congo avec C. Vous comprenez, M. Perrin? Donc, déjà, quand vous avez un enfant de 20 ans, vous dites cette information par rapport aux statistiques que vous avez, vous comprenez bien que cette information ne peut pas être juste. Oui, mais le problème, c'est que vous êtes en train de minimiser ce jeune de 20 ans qui, en réalité, est à l'âge de comprendre un certain nombre de choses. Non, mais vos réponses, c'est cela, parce que vous pensez qu'il a 20 ans, qu'il ne connaît absolument rien. Alors qu'on apprend, ce n'est pas l'âge qui fait la sagesse, ce n'est pas l'âge qui fait l'intelligence. Moi, le jeune homme a été très bien guidé. On lui a dit d'aller lire le manifeste, on lui a guidé au manifeste, et on lui a même promis, une fois que vous avez lu le manifeste, revenez ici. Mais moi, j'aurais encore souhaité que vous preniez aussi les autres auditeurs qui ont appelé, les autres auditeurs qui ont parlé de tout le monde qui signe la pétition au niveau de l'entité Congo avec C. Ben, c'est difficile. Donc, vous ne pouvez pas prendre cet exemple pour essayer de détruire cette journée de Mbongi. Non, ce n'est pas question de détruire. Appelants. Comprenez, monsieur? Non, Bernard, s'il te plaît, ce n'est pas question de détruire. Je vous ai dit qu'au départ, nous posons des questions et pour nous, il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est à vous de répondre à nos questions. Et alors, donc, je vous ai posé cette question, mais simplement parce que ça me fait penser à quoi exactement? C'est qu'il y a des appels qui sont filtrés. Les seuls appels qui vous intéressent sont ceux qui viennent vous dire c'est bon, allez-y, nous vous soutenons. Mais dès qu'il y a un son contraire, et ça s'illustre d'ailleurs, la preuve c'est que même ceux qui ne sont pas d'accord avec votre projet, votre vision, vous les excluez, ce sont des traîtres. Mais alors quelque chose a retenu mon attention au cours de ce Mbongi, c'est qu'à la fin, Robert Poiti, je crois qu'on l'appelle, qui vous a ramené un peu à la raison pour dire, alors, si c'est pour venir s'attaquer à une ethnie, je ne viendrai plus avec vous. Alors, cessez de compter sur moi si c'est dans ce cas-là. Est-ce que vous n'avez pas, probablement, il faut qu'on insère aussi cet élément-là, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que vous êtes en train de surfer sur une vague très dangereuse, le fait de s'ériger contre une ethnie? Bon, au lieu de vous attaquer à un régime. Je crois que beaucoup de gens ont été un peu confus par rapport à sa réponse. Mais il avait dit ceci. Si les gens qui nous regardent, parce que ne vous arrêtez pas qu'à ce qu'il a dit, si les gens qui nous regardent se disent que, vous voyez, ils sont en train de faire le Mbongi, mais ils sont en train de s'attaquer entre eux. Ce que M. Robert Poiti-Pangou voulait dire faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à un intervenant d'avant qui a parlé de Larry, qui a parlé des Vili, pour dire, bon, on a un petit souci avec les Larry, un petit souci avec des Vili.
C'est là où M. Robert Poitipango a intervenu. Il a dit on doit arrêter de s'entre-attaquer entre nous parce que ceux qui nous regardent diront, vous voyez, ils sont en train de faire le mbongi, ils sont en train de s'attaquer entre eux. Il faisait allusion au qui? Aux nordistes, monsieur Christian Perrin. M. Poitipango a intervenu par rapport à l'appellant d'avant, qui parlait des Lari, qui parlait des Vili. C'est là où M. Robert Poitipango dit nous devons arrêter d'attaquer une ethnie. Mais quelle ethnie? Une ethnie faisant partie du Sud Congo. Parce que M. Robert Poitipango a poursuivi, il a dit ceci, si de l'autre côté, quel est l'autre côté? Mais c'est les nordistes, vous comprenez? Donc moi j'aurais sorti, je veux bien que quand vous allez jouer cet extrait dans cette émission, quand vous allez inclure cette section, suivez bien les propos de M. Robert Poitipango. Il dit, de l'autre côté, ceux qui nous regardent diront que vous voyez, entre eux, ils sont en train de s'attaquer, de s'attaquer les uns aux autres. Entre eux, vous voyez, entre nous qui? Nous les sudistes, nous les ethnies au Sud Congo. Mais l'autre côté, c'est qui? Ben, c'est bien les nordistes. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de confusion. Monsieur Robert Alors, je préfère donc ne parlez pas. oui, Monsieur voilà. Robert Poitipango, même dans les émissions avant, il est clair, il vous dit. Évidemment, dans tous les cas, ou c'est la colonisation, ou c'est la scission. Et Robert Poitipango le dit, bon, on va nous se constituer et vous allez vous constituer. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, s'il n'y a pas d'ambiguïté, je préfère donc proposer cet extrait à nos téléspectateurs pour qu'ils apprécient eux-mêmes. De toutes les façons. Hein? Mon cher Edim, je veux dire une seule chose, que à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont connectés, je vous déconseille de parler, peut-être pas, je ne veux pas dire du bien, mais surtout du mal. Ne parlez pas du mal Bluetooth disconnected. d'un groupe ethnique, quel que soit quoi. Même le bien, je ne vous conseille pas de parler du bien, mais surtout pas du mal. N'indexez pas. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est 1000 connectés que c'est un lieu ouvert. Non. Ce lieu est fermé. Il y a tout le monde, même si il y a 1000, il y a quoi? Parlons de ce qui va nous libérer. C'est tout. Ne dites pas telle ethnie est meilleure, telle ethnie est mauvaise, non. Je vous invite à ne plus jamais le dire, mais dites tout simplement comment nous allons nous mobiliser de telle sorte que demain, quand nous allons nous lever, que nous nous levons pour enfin notre liberté totale. Mais de toutes les façons, nous-mêmes, on va encore ressortir cet extrait. On va amplifier les réponses de M. Robert Poitipango pour éclairer la lanterne. Et on le dit encore, tout individu qui se posera à l'action humanitaire est traite. C'est clair. Ce n'est pas faire allégeance à Pongui. Donc c'est de la dictature, ce n'est pas un non, traite, mais M. Perrin, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il s'agit de protéger les populations au Sud Congo. Et que si vous êtes du Sud, c'est vous qui le dites, mais la les méthode, bien entendu, les gens peuvent vous comprendre, c'est bien cela, mais la méthode utilisée n'est pas partagée par tout le monde. Et ils ont le droit, chacun est libre de accepter ou non. Non, mais pour nous, on le dit, il n'y a pas de confusion. On est dans le contexte humanitaire, mais c'est quoi l'humanitaire? L'humanitaire, c'est le bien-être. C'est la protection. Vous avez parlé de l'humanitaire, vous avez parlé de l'urgence. Il se trouve que votre projet est encore en cours et on ne sait pas quand est-ce qu'il va aboutir. Et je vous ai dit que ce sont là les luttes qui mènent jusqu'à 10, 15, voire 20 ans, 30 ans. Et vous parlez de l'urgence. Je ne sais pas ce que vous appelez. Je ne sais pas ce que vous appelez par urgence. Vous n'allez pas nier qu'il y a une urgence au Sud Congo, que les terres sont vendues. Vous n'allez pas nier. C'est pas une urgence. Il y a une urgence. Pour vous, hein. Ça sera la dernière question, c'est de savoir. La vente des terres, en attendant, c'est la dernière question, évidemment. Vous parlez d'urgence. Non, tout ça, vous m'avez déjà dit cela. Alors, vous parlez de l'urgence. Voici ma dernière question qui va clôturer donc l'émission. Puisque vous parlez de l'humanitaire, vous parlez de l'urgence. À côté, vous avez un projet que vous êtes en train de mener
vous avez dit, vous avez écrit à l'Élysée, vous avez écrit un peu partout, à l'ONU, mais je sais que tout ce qui est séparatiste, ça met beaucoup de temps et on ne sait même pas l'issue, comment ça va se terminer. En attendant, que proposez-vous à ces Congolais, les 12 départements du Congo qui croupissent actuellement dans la misère, dans la souffrance, et tous ceux, bien sûr, des diasporas? Que leur proposez-vous à l'immédiat, sinon maintenant, avant et en attendant que votre projet n'aboutisse? Monsieur Perrin, nous sommes pour l'intérêt des sudistes. Et l'intérêt des sudistes, c'est d'abord éviter que nos terres soient vendues. Et donc, nous appelons les populations du Sud à la mobilisation, à s'opposer à toute forme d'expropriation par tous les moyens de bord. Notre projet, c'est de protéger les ressources naturelles du Sud-Congo. Nous appelons l'ensemble du Sud-Congo à refuser toutes les entreprises qui viennent dans le contexte de la destruction de notre environnement. Nous, déjà, comme déjà ça fut le cas là même à Sunda, que nous sommes mobilisés, nous appelons à la protection des Congos. Donc nous demandons à notre peuple à la mobilisation. Si on commence à tuer ou à s'attaquer à un peuple dans un quelconque district, nous leur demandons, l'ensemble des autres districts doivent se lever pour aller défendre avec les moyens de bord. Nous sommes ici pour l'intérêt des sudistes. Nous revendiquons notre intérêt, nos droits au Sud-Congo. Nous ne pouvons accepter que d'autres individus revenant du Nord-Congo puissent gérer nos ressources naturelles, nous maintenir une colonisation intérieure. Non, ça nous disons non. En tout cas, nous ne proposons rien pour les 12 départements, enfin les 7 autres départements, parce que ces départements ou ces régions ont refusé le projet que nous appelons le manifeste pour la libération des 12 départements que nous avons proposés. Et ici, nous sommes pour l'intérêt du Congo. Et nous sommes très clairs en termes diverses. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Et en définitive, je retiens que vous défendez les intérêts des Congolais du Congo avec K et non avec C. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. À vous, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal Keller TV, mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions pour nous aider à améliorer, bien entendu, nos performances. Je vous retrouve donc très prochainement, Dieu le voulant, peut-être dans le même cadre, pourquoi pas avec le même plaisir. Mais en attendant, portez-vous bien. Merci.